Sébastien Poivlan, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la relation client d'une entreprise qui s'appelle Mutavi. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu qu'est Mutavi? Mutavi, c'est une mutuelle, j'imagine, qui s'occupe d'assurance vie. On a raison quand on dit ça? C'est un bon résumé. Nous sommes effectivement la société d'assurance vie et d'épargne retraite du groupe Massif. D'accord. Voilà. Donc une filiale dédiée uniquement à cette activité, créée en 1979, pour répondre à tous les besoins universels d'épargne que les sociétaires massifs peuvent avoir. Donc épargne de précaution, épargne plutôt long terme, préparation de la retraite, transmission d'un patrimoine. Alors, la relation client chez Mutavi, c'est une sorte de spécialité, une sorte d'ADN, puisque vous avez obtenu des récompenses à plusieurs reprises. Vous pouvez nous en dire juste un mot? C'est quelle récompense? Alors oui, nous avons été élus service client de l'année pour la catégorie assurance en 2013. Nous avions déjà été élus en 2010 et en 2011. Mais je dirais que ce qui est encore plus dans l'ADN de l'entreprise, c'est vraiment la qualité. Mais je pense qu'on aura vraiment l'occasion d'approfondir parce que c'est une démarche qui a été entamée en 1985, d'abord par les produits, et puis petit à petit, et ça c'est une évolution des attentes de la clientèle, sur la dimension de la relation client. Alors, on y reviendra effectivement. Mutavis, c'est combien de collaborateurs, combien de clients? C'est 420, 430 collaborateurs et bientôt 1 100 000 souscripteurs. Pourquoi bientôt? Il va se passer quelque chose? Non, c'est qu'on voilà, on est à 1 million 80 000 à peu près. D'accord, donc la tendance est haussière. Voilà, tout à fait. D'accord. Vous-même, vous êtes arrivé chez Mutavi par quel circuit? Alors moi je suis rentré à Mutavi en 97, d'abord comme téléconseiller. Voilà, donc déjà la notion de client était dès le point de départ de ma carrière quelque chose qui m'intéressait. C'était où ça? On imagine que la Massif c'est à Niort. Tout à fait, Mutavi est à Niort et n'a qu'un seul. Le siège social est à Niort et toutes les équipes sont niortaises. D'accord. J'ai commencé à Niort. Oui. Donc téléconseiller, puis conseiller épargne, chef d'équipe en 2001, responsable de service en 2007 et puis directeur gestion en 2012. Directeur gestion, effectivement, là on voit qu'on est dans le domaine de l'assurance. Gestion, ça consiste en quoi? Vous parlez des clients, vous parlez de... Alors la particularité de l'organisation, c'est que du service client, c'est que les téléconseillers sont polyvalents. C'est-à-dire qu'ils font à la fois la gestion administrative des contrats, donc de l'ouverture jusqu'à la clôture du contrat, donc toutes les opérations de versement, les opérations de retrait et tout ce qui touche à l'administratif du contrat. Et ils font aussi l'assistance téléphonique. Donc répondre aux souscripteurs qui ont des questions sur la fiscalité, et c'est pas en France un vain mot, la fiscalité, donc voilà, besoin d'être conseillé sur l'intérêt de faire telle ou telle opération. Et puis ils font aussi l'assistance au réseau, puisque nos produits n'ont pas de réseau de distribution, ils sont distribués par la Massif principalement, qui est notre actionnaire et notre principal apporteur d'affaires, mais nous sommes aussi partenaires d'autres mutuelles d'assurance, la MAPA, l'AMF, la MFA, voilà, des mutuelles plus petites en taille, mais qui profitent de nos produits. Et donc, vous complétez leur offre, en quelque sorte, voilà, en matière d'assurance. Voilà. C'était d'ailleurs l'ambition initiale de Mutavi, hein, la création de l'entreprise répondait à pouvoir apporter à ces mutuelles d'assurance, vraiment au tout début des années 80, qui souhaitaient se diversifier dans l'épargne assurance vie, une réponse en commun pour éviter qu'elles aient chacune à créer leur propre société d'assurance. D'accord. Ce qui fait qu'on a aujourd'hui une dizaine de partenaires, de taille tout à fait variable, mais voilà, qui profitent tous de la même qualité de service. Et vous n'avez pas de réseau de distribution propre, à part donc c'est distribué par les structures massives. Voilà, par les réseaux du point d'accueil massif et ceux des autres partenaires. Et alors, en quoi c'est compliqué de faire de la relation client dans un domaine de l'assurance vie? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que vous dites que la fiscalité c'est un sujet complexe? Je crois que la relation client elle n'est pas forcément compliquée en elle-même. Oui. Ce qui est compliqué, c'est qu'on a un environnement fiscal qui, chaque année ou une année sur deux, évolue,
parce que voilà, il y a une nouvelle loi de finances, des nouveaux prélèvements, des choses qui changent. Donc un environnement qui se complexifie beaucoup. Et en face de ça, des clients qui sont un peu comme tout le monde, ont de moins en moins de temps à y consacrer. Faut pas se leurrer, ça devient de plus en plus aussi compliqué à comprendre. Les textes s'empilent les uns sur les autres. Donc ce qui est compliqué, c'est d'arriver à leur expliquer simplement des choses complexes pour qu'ils puissent prendre la bonne décision. Voilà, prendre la bonne décision, être conseillé et prendre la bonne décision, en ayant, je dirais, compris le mieux possible, en tout cas suffisamment pour voilà, être en confiance. Donc la difficulté, c'est d'avoir un discours un peu, je dirais, simplificateur, sans être simpliste, pour que le souscripteur, parce que c'est l'impact fiscal, il est pour lui, soit en mesure de savoir ce qu'il a fait. Alors vous dites c'est compliqué, il faut expliquer simplement des choses complexes à des gens qui sont... il y a des profils particuliers, c'est plutôt... non, il y a des gens qui sont très pointus, qui suivent ça de très près, il y en a d'autres qui suivent ça d'un peu plus loin de ce qu'on en entend, je dirais, dans les médias, donc parfois avec des filtres un peu déformants, et puis voilà, puis des gens, des sociétaires modestes, des épargnants modestes qui... voilà, ont besoin d'être... Donc c'est pas forcément des CSP+, vos clients. C'est pas forcément que des CSP+. Mais c'est quand même, ils doivent être surreprésentés quand même dans votre clientèle par rapport à la population. Non, on a plutôt le positionnement de notre produit, c'est plutôt la réponse aux besoins universels, donc au plus grand nombre. Donc on a plutôt une clientèle, je dirais, moyenne gamme. Voilà. D'accord. Alors, votre métier, c'est quoi? C'est la prospection? C'est vous allez chercher des clients massifs, par exemple, pour faire des propositions? Non, ça c'est la massif qui donc vous, voilà. vous êtes une fois que c'est vendu. Alors, vous arrivez en assistance aux clients, à quel moment vous intervenez? On est en avant-vente, c'est-à-dire qu'on va être un soutien pour le conseiller massif dans son point d'accueil. Alors concrètement, ça se passe comment? Il a un sociétaire qui vient, il reçoit un rendez-vous, on évoque avec lui des besoins liés à l'épargne, donc expose sa situation, le conseiller va lui proposer des produits, et puis il peut avoir besoin, parce que dans la situation du sociétaire, il y a un cas particulier, il peut être remarié avec des enfants de mariages différents, ou un statut matrimonial un peu particulier, ou voilà, une particularité, et là il a besoin de se faire conforter sur le fait que la solution qu'il envisage est la plus adaptée. Donc vous intervenez pendant l'entretien en cas de besoin. On va intervenir dans la phase d'avant-vente, donc après le conseiller conclut l'affaire, et puis on va intervenir vraiment en back-office, puisque là on reçoit le contrat, on vérifie qu'il est conforme, on l'enregistre et on édite tous les documents contractuels à destination du souscripteur. Et puis après, dans cette phase-là, on va être en relation directement avec le souscripteur s'il nous sollicite, ou à nouveau avec le conseiller en point d'accueil si le sociétaire préfère passer par l'intermédiaire de son conseiller en point d'accueil. Alors un client, un contrat d'assurance vie, ça ne change pas beaucoup ou ça change beaucoup? C'est-à-dire que le client, une fois qu'il a souscrit, il reste tranquille avec ça pendant des années, ou est-ce qu'il va y revenir régulièrement pour apporter des modifications? C'est plutôt stable, voilà. Il y a des opérations parce que on suit la vie finalement des clients, donc le souscripteur peut se mettre à faire plus de versements parce que voilà, il a amélioré son pouvoir d'achat, ou au contraire les diminuer parce que voilà, c'est un peu plus difficile. On va suivre aussi l'évolution de sa vie, tout simplement, des naissances d'enfants, donc éventuellement un impact sur une clause bénéficiaire, un divorce, un remariage, des déplacements en France. Donc la complexité de votre métier, c'est d'apporter de la compétence à la fois relationnelle pour rassurer, conforter, etc., mais aussi la compétence technique de l'assurance vie, qui est un métier compliqué. Oui, tout à fait. Alors comment vous faites? Alors comment on fait? On travaille vraiment sur deux piliers. D'un côté, l'expertise technique, assurantielle. Donc on va former nos téléconseillers. Chaque nouvelle loi de finances apporte une petite ou une grosse modification. Donc on les forme là-dessus pour que eux-mêmes soient très compétents, très au fait, très au clair par rapport à... Vous recrutez déjà, au moment du recrutement, vous recrutez les spécialistes de l'assurance? Pas nécessairement. Vous prenez des gens, c'est quoi le profil? Vous prenez plutôt des gens compétents en mode relationnel, qui sont des bons commerçants, etc. Et vous les formez à l'assurance, ou l'inverse, ou les deux en même temps?
Ah, on va C'est quoi le essayer. dosage? Ce qui est sûr, c'est on a un parcours de formation qui est très lourd en entrée. Par exemple, ça donne quoi? Ça fait à peu près 200 heures de formation qui s'étale sur 3 mois pour leur apprendre ce qu'est l'assurance vie, parce qu'en fait, on va plutôt être dans la démarche, on va chercher des profils qui ont une dimension, une sensibilité à la relation client plus forte que des spécialistes assurance. La difficulté de prendre des gens vraiment très marqués dans la filière assurance, c'est que c'est une matière très juridique, donc on va avoir, je dirais, des gens qui pourraient être très forts techniquement, mais la dimension relation client, quand il s'agit de former, de la développer, c'est quand même plus facile s'il y a d'emblée un vrai terreau, quoi. Voilà. Donc on va plutôt on va chercher des gens qui sont à l'aise avec les chiffres, voilà, pas rebutés, on va dire, par des notions juridiques, même si on ne recrute pas pour des postes de téléconseiller à des niveaux master. Hein. On va plutôt recruter des bac plus 2, bac plus 3, mais avec une sensibilité, disons, qu'ils soient réfractaires au droit et aux chiffres, et on va les former sur les produits, sur le système et aussi sur la relation client. Et notamment sur l'esprit dans lequel on souhaite que nos souscripteurs soient accueillis et servis. Alors, un temps de formation long, une formation continue chaque fois qu'il y a une loi de finances qui sort, c'est-à-dire souvent. Ça veut dire que tous les ans, voilà, alors, sans que ce soit forcément, ça se traduise par une journée ou 2 jours complètes de formation, mais ça va se traduire par un travail d'explication par les managers pour que, voilà, ils aient bien intégré cette notion-là, qu'ils la maîtrisent pour être capables de la restituer simplement. Et donc, ça veut dire une équipe de combien de personnes qui font ça? Il y a aujourd'hui 60 téléconseillers. 60 conseillers. Voilà. Et donc, ce sont tous des New-Yorkais bontins. Le bassin d'emploi local est le Grand Ouest. Le Grand Ouest, d'accord. Oui. Voilà, donc on va dire qu'on va, autour de New York, on va aller jusqu'à Nantes, Tours, Poitiers, descendre sur Bordeaux, mais c'est sûr que on est plutôt sur les régions Poitou-Charentes et Alors, la question classique, j'imagine, c'est quand on gagne un prix à répétition, c'est plutôt que ça se passe bien et que... Qu'est-ce que vous considérez comme étant les points forts de la prestation que vous rendez? Alors, c'est vrai qu'on l'a gagné 2 fois de suite. On l'a perdu la 3e année, ça nous a donné un coup de pied aux fesses qui nous a vraiment tous remotivés pour repartir et gagner cette 3e fois, donc en 2013. Vous parlez de culture. Oui, c'est vrai qu'il faut revenir quelque part un peu à l'ADN de l'entreprise. C'est-à-dire qu'en 85, Mutavi a été une des toutes premières sociétés à faire approuver par le ministère de la Consommation la qualité de ses produits, en lien avec des associations de consommateurs. Donc à l'époque, ça s'appelait le label approuvé. Et c'est une démarche volontaire à laquelle on se soumettait et qui visait à clarifier l'information mise à disposition, à supprimer un certain nombre de pénalités parce qu'à l'époque les contrats d'assurance vie en comportaient beaucoup. Voilà. Donc il y a eu en 85 cette démarche-là que l'on a remplacée en fait en 2003, qu'on a couplée en 2003 avec une certification de service AFNOR, parce que on s'était aussi rendu compte que la qualité seule des produits ne suffisait pas. Le marché, quelque part, c'était avec le temps et un peu aussi sous la pression des médias, une démarche un peu informative sur le sujet. Le marché, les produits s'étaient améliorés, bonifiés. Voilà. Donc il fallait rentrer dans une autre démarche pour continuer à se différencier. Et puis c'était aussi un moment où on voulait aussi valoriser le fait qu'en interne on avait fait une vraie démarche pour les clients, pour leur apporter une qualité de service constante, notamment sur l'accueil téléphonique, sur la qualité d'exécution des opérations. Donc on a souhaité lui donner de la visibilité. On est rentré dans cette certification de service en 2003, qui nous est accordée donc par l'AFNOR pour 3 ans, renouvelable, et que l'on continue à renouveler. Et puis en parallèle, donc dans le cadre de cette certification, on avait mis en place toute une série de mesures de contrôle de la qualité, notamment de l'accueil téléphonique. Et c'est vrai que moi j'ai souhaité, à un moment donné, en 2008, disons, aller me frotter à d'autres métiers, une autre façon d'être évalué. Puisque dans le cadre de la certification AFNOR, on a des enquêtes qualité, donc quelque part nos souscripteurs nous disaient qu'on leur fournissait un service de qualité qui leur convenait avec des taux tout à fait plus que satisfaisants.
Mais l'idée, c'était de dire, voilà, et si on sort un peu de nos souscripteurs sont satisfaits, nous disent que c'est bien et qu'on va se mesurer avec d'autres sociétés, qu'est-ce que ça donne? Voilà. Et c'est pour ça qu'on est rentré dans cette démarche de participation à l'élection du service client de l'année, pour voir comment évaluer par un organisme complètement externe et avec d'autres concurrents, comment on se positionnait. Alors on dit beaucoup sur ces prix, ces trophées, ces podiums, il y en a beaucoup, il en fleurit chaque semestre. Il y a des fois on conteste, on dit c'est bizarre, celui-là comment ça se fait qu'il a pu avoir ce prix, etc. Comment vous prenez ces évaluations? Sur quel facteur évalue-t-on la qualité d'une prestation comme celle-ci? C'est que ça consiste en... Comment c'est évalué? Alors, c'est évalué sur la base d'appels clients mystères, Oui. qui sont... Donc ça, c'est géré par l'organisme de sondage, donc à la fois avec une posture je suis prospect, donc voilà, j'ai besoin d'un produit d'épargne, j'appelle, mais à la fois aussi, puisqu'à priori, en tout cas c'est comme ça que c'est présenté, ils ont aussi nos propres souscripteurs qui sont dans leur panel de clients mystères, donc qui testent les opérations. D'accord. Voilà, donc ce qui permet de... Parce que souvent le principal... la critique, une forte critique qui est faite, c'est de dire, bon voilà, on est souvent testé sous l'angle du prospect, on est bien traité pour être prospect parce qu'il faut concrétiser l'affaire et après on traite mieux ses prospects que ses clients. Donc dans le panel, voilà, il y a un croisement. Et c'est quoi un bon accueil? C'est quoi une bonne... Parce qu'en fait, il y a l'accueil c'est une chose, je suis aimable, je dis bonjour, je décroche, ça c'est, à la limite, c'est presque le minimum syndical. Ça serait surprenant de mal accueillir un prospect, de ne pas lui répondre et d'être désagréable. Donc ça, on peut dire que bon, c'est une anomalie quand c'est pas comme ça. Donc là, c'est la norme. Après, une bonne relation client dans votre domaine, on a compris que c'était une maîtrise de la technicité du produit et du service, c'est-à-dire être capable de l'exprimer. Un des premiers facteurs, c'est d'être capable de simplifier pour rendre compréhensible une matière complexe. Ça, c'est un talent, c'est un talent à l'origine, et puis une formation et un accompagnement pour que les gens soient de plus en plus capables de faire ça, j'imagine. L'objectif, c'est que les gens soient compris, probablement aussi que ça se passe vite et bien, parce qu'il y a une problématique quantitative, je peux passer 2 heures à expliquer, c'est sûr, mais pendant ce temps-là, je ne fais pas vraiment du business. Donc, cette formation que vous délivrez, est-ce qu'elle est mesurée, ou est-ce que il y a le prix d'un côté, c'est une chose, et puis il y a votre regard, vous, sur votre prestation, qui est comment vous regardez cette qualité de votre équipe? Alors, vous parliez du temps, par exemple, on n'a pas de... Il n'y a pas de temps maximum de conversation. D'accord? Donc, quelque part, un appel peut être parfaitement traité en 3 minutes, et pour d'autres, il peut être nécessaire d'y consacrer 10 minutes par téléconseiller. Donc, par rapport à ça, on n'a pas d'objectif, les téléconseillers n'ont pas d'argumentaire. On préfère faire un véritable effort de formation et de leur permettre de gérer quelque part toutes les phases et la complétude de l'entretien plutôt que de les borner dans un argumentaire où on sait très bien que ça s'entend au bout du fil et ça n'a rien d'agréable, et ça va en plus à l'encontre d'une démarche de personnalisation que l'on veut donner dans la relation. Parce que vous ne contrôlez pas les temps, mais vous les mesurez quand même. On les mesure, vous avez besoin de configurer vos équipes. Voilà, plus effectivement dans une optique de configuration de l'effectif pour répondre aux... Donc vous connaissez la durée moyenne, vous connaissez la durée moyenne, elle est de l'ordre de 3,45. Voilà, 3,45, vous avez des trucs très courts à 1 minute et les autres très longs à 5 minutes et 6 minutes. Pour 1 minute, ça me paraît un peu court compte tenu du métier, mais voilà, on a des gens on a des appels qui peuvent être parfois proches de 3 minutes, et pour autant, l'appel est complet. Alors, il y a plusieurs éléments. C'est vrai qu'il y a ce prix. Ce prix, c'est une belle vitrine en externe, c'est surtout un très bon outil de management en interne, c'est-à-dire que... Il y a une fierté d'avoir réussi. Voilà, c'est très mobilisateur pour les équipes, c'est motivant, ils sont fiers d'avoir obtenu ce prix-là. Et puis, on utilise aussi les résultats pour comparer. Voilà, nos encadrants de proximité font des écoutes, dégage des plans d'action, notre service qualité fait aussi des écoutes, donc ça permet en fait d'avoir quelque part 3 regards à un moment donné sur la prestation qui est faite, et de dire finalement, là on trouve qu'on est bon
c'est dit de part et d'autre. Là, on trouve qu'on a progressé, c'est confirmé. Donc ça aide aussi, quelque part, à faire passer les messages auprès des équipes, voilà, à fixer les objectifs. Et puis c'est vrai que ça permet aussi, et là c'est je dirais l'apport de l'élection du service client de l'année, c'est on peut vite être, quand on est téléconseiller, en vase clos, c'est-à-dire que voilà, on va côtoyer ses collègues, mais sans forcément savoir comment ça se passe chez tel concurrent, ou ce qui est fait ailleurs. Donc là, ça permet aussi de se dire, voilà, on est bon, on a une note de 15 sur 20, mais attention, parce qu'il y a 2 ans, nos concurrents étaient à 13, ils sont à 14, on a progressé autant qu'eux, pas autant qu'eux, ça permet de... Alors ce que ça pose comme question directement, c'est ça rapporte combien à l'entreprise d'être service client de l'année? Oh, J'aurais posé mieux la question. Avoir une bonne relation client, c'est... Parce qu'en fait, tout le débat éternel le centre de relation client qui est un coût ou un investissement ou une dépense. Voilà, bon. Imaginons qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un bon investissement d'avoir une bonne relation client. On a toujours besoin de placer le curseur en termes financiers. J'imagine que si vous avez des moments où vous perdez des appels, parce que vous êtes 60 et qu'il faudrait que vous soyez 80, malgré tout, vous ne pouvez pas être 80 toute la journée, parce qu'il y a des moments où ça serait 20 personnes qui n'auraient rien à faire. Donc cette problématique-là, comment vous l'abordez? En disant, est-ce que cet investissement supplémentaire, quelque part, pour être bon, c'est du temps, de l'énergie, de la formation, des recrutements, des salaires, de la fidélisation de vos équipes, parce que c'est dans la durée qu'on forge des vrais professionnels. Comment ça se justifie par rapport à une direction financière qui veut dire tout ça, ça a un coût, où est-ce que je m'y retrouve? Comment vous abordez cet aspect des choses, du retour sur l'investissement qualitatif? Alors, notre métier, c'est de transporter l'épargne dans le temps. Donc, la relation qu'on va avoir avec nos clients, elle vise globalement à leur faire souscrire un produit. Nos produits sont à durée vie entière. C'est-à-dire que notre objectif, c'est pas de leur faire souscrire un contrat pour 5 ans ou 8 ans la durée fiscale, mais de les accompagner, je dirais, de 25 à 85 ans, voilà, le terme étant idéalement le décès, voire même si on a bien travaillé avec eux, permettre à leurs propres bénéficiaires de transférer l'épargne sur un contrat et de continuer la chaîne. Donc, donc si vous voulez, ce qui est notre terreau, hein, c'est vraiment la confiance. Pour 2 raisons. On travaille sur du très long terme. 2, on travaille avec de l'argent. Et je dirais que vous avez chaque souscripteur, chaque personne a une relation très particulière avec l'argent, avec l'épargne. Si on fait parler 10 personnes sur ce qu'est l'épargne et l'argent pour eux, vous aurez 10 réponses différentes qui sont le fruit d'un peu de leur histoire, de leur projet du moment, de leur projet d'avenir. Donc, si vous voulez, cette relation client, elle doit viser à chaque contact à conforter la confiance. Parce que, et c'est un peu... Surtout s'il n'y a pas beaucoup de contacts. Surtout s'il n'y a pas beaucoup de contacts, parce qu'effectivement, on n'est pas... l'assurance vie, c'est pas un produit du quotidien, donc chaque contact, effectivement, doit être de nature à conforter dans l'esprit du souscripteur qu'il a fait le bon choix en confiance en épargne. Voilà. Notamment en matière sur la relation client. C'est pour ça que sur l'organisation, vous me demandiez c'est quoi une bonne relation client Mutavi, c'est avant tout de la disponibilité. C'est-à-dire que dans le cadre de notre certification, on a 2 engagements, c'est de répondre à 92% des appelants, d'accord, et d'en prendre 85% en moins de 15 secondes. Parce que l'idée, c'est, quand un souscripteur nous appelle, 1 fois sur 2, c'est qu'il a besoin d'épargne. Ça veut dire qu'il est peut-être dans le cadre d'un projet, mais peut-être dans le cadre d'une situation, sans parler de détresse, en tout cas d'une situation un peu difficile. Donc, une bonne façon aussi de conforter sa confiance, c'est de dire, voilà, vous nous appelez, et on va prendre votre appel, et vous n'allez pas patienter 10 minutes ou avoir besoin de nous rappeler. Donc, pourquoi pas 100%? Parce qu'à un moment donné... le curseur, c'est la question du coût. Voilà, c'est la question du coût. D'une part, ce serait bien trop coûteux. Et puis, de l'autre côté, être à 85% en moins de 15 secondes ou être à 90% en moins de 15 secondes, c'est beaucoup plus coûteux et dans l'esprit du souscripteur, la différence n'est pas perçue, quoi.
C'est-à-dire que les 5%, les 5 points qu'on pourrait gagner de plus n'apporteraient rien. Je veux dire, on ne serait pas mieux évalué dans les enquêtes de satisfaction. Il y aurait, mais voilà, dans l'absolu, c'est vrai que c'est aussi parce que c'est une espèce de modus operandi d'un secteur d'activité au niveau mondial. On entend toujours ce genre de ratio. La question, c'est qu'on ne sait pas qui a décidé que 100% ça coûtait trop cher. Vous voyez, parce que probablement 100%, c'est augmenter des équipes, peut-être pas 100% du temps, mais sur quelques zones dans la journée pour gagner, pour être peut-être pas à 100% mais à 97 ou 98. Moi, je me suis toujours personnellement interrogé sur qui avait dit que 85 ou 90 c'était suffisant, parce que 90 sur le mois ou sur la journée, ça veut dire qu'on a probablement des pics sur lesquels on est plutôt autour de 78-80, c'est qu'on a 20% des gens qui n'arrivent pas à vous attraper au moment où ils appellent. Donc, la question du coût supplémentaire, c'était la question que je voulais vous poser tout à l'heure, c'est-à-dire le coût supplémentaire pour aller à presque l'absolu, ce qui est toujours un idéal, etc. À partir de quand on juge qu'il est inatteignable, hors de portée? Est-ce qu'on ne peut pas se le permettre? Oui, c'est une question. Combien ça serait ce coût? Ça serait combien? Et au regard du chiffre d'affaires, de la marge, de la différence de qualité apportée, etc. Est-ce qu'il y a un moment où effectivement on place un curseur à un moment donné, et est-ce qu'on sait pourquoi on le place là et pas parce que c'est uniquement tout le monde fait comme ça? Disons que on l'a abordé un peu différemment, c'est-à-dire que on a organisé et configuré les postes sur la base de la polyvalence. Ce qui nous permet en fait, si vous voulez, de pouvoir... voilà, l'effectif moyen au téléphone, par jour, il est de l'ordre de 16 téléconseillers. D'accord, on a entre 1600 et 2000 appels jour en moyenne. Donc on va mettre 16 téléconseillers. Le jour où on a besoin de renforcer l'équipe parce qu'il y a un événement médiatique, voilà. La loi de finances vient d'être... Voilà, où il y a une formulation un peu ambiguë qui suscite... on a la capacité, en fait, en vraiment quelques minutes, de mobiliser des téléconseillers supplémentaires qui étaient prévus, par exemple, sur la gestion administrative pour venir renforcer l'effectif. Ils sont tous capables de le faire. Ils sont tous capables de le faire sans bouger de leur poste. Les postes informatiques sont complètement polyvalents, donc je dirais que là, ce sont les superviseurs téléphoniques qui, à un moment donné, vont commencer à voir la qualité de service se dégrader et qui vont décider de rajouter 1, 2, 3, 4, et je dirais quelque part... on n'est jamais allé jusque-là, mais sans limite. Mais quelque part, on pourrait rajouter très rapidement une bonne dizaine de téléconseillers et donc améliorer tout de suite notre taux de réponse et absorber le pic. A l'inverse, quand on constate que le prévisionnel était très largement au-dessus du réel, on enlève des téléconseillers qui basculent en gestion administrative. Voilà. Et ce qui nous permet, en fait, si vous voulez, comme ça, d'avoir un effet de vase communicant qui fait que globalement aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup plus de téléconseillers, je n'ai pas recruté beaucoup plus de téléconseillers qu'il y a 3 ou 4 ans par exemple. D'accord, donc c'est une solution. Alors justement, après ça ne répond pas exactement à votre question de dire... Oui. Vous pouvez en mettre 3 ou 4 de plus, pourquoi pas 10 et être à 100%? Parce qu'à un moment donné, on arrive à une situation où, pour capter les 5, 6, 7 derniers appels qui vous permettent de faire 100%, vous avez des téléconseillers qui attendent. Oui. Voilà. Mais il y a des tas de métiers dans l'entreprise où les gens attendent par moment. Vous prenez en comptabilité, il y a plus de charges de travail en fin de mois. Pour les charges trimestrielles, pour l'URSSAF, donc il y a des coups de bourre aussi. Donc ça veut probablement dire, comme les services comptables, on ne les fait pas à géométrie variable. J'imagine qu'il y a des moments où les gens sont pas sous tension, quoi. Il y a une grosse différence, et ça peut être une difficulté pour le management, pour les collaborateurs, c'est que sur un métier comme ça, tout est mesurable et mesuré. Oui. Après, vous preniez l'exemple effectivement de la comptabilité, c'est beaucoup plus, enfin c'est possible, mais c'est beaucoup plus difficile. C'est pas une habitude. Et c'est pas une habitude. On pourrait très bien mesurer le nombre d'écritures à passer, puis dire voilà, j'ai du 5 au 10 du mois, je mets 25 comptables, et puis après j'en fais 12, et puis ils auront faire je sais pas quoi, ou du nettoyage, ou je sais pas quoi, de l'entretien, bon peu importe. Mais on n'a pas ce raisonnement-là pour un service comptable, on n'a pas ce raisonnement-là pour les services commerciaux, on n'a pas ce raisonnement-là pour les services techniques. On a ce raisonnement-là pour les équipes de centre de relations clients. C'est ça qui m'a toujours étonné. C'est peut-être un peu aussi quelque part historique, c'est-à-dire que longtemps ça a été vu comme une prestation, un centre de coûts, donc il fallait limiter les coûts au maximum, avec de l'externalisation. Donc dès lors qu'on paye entre guillemets un prestataire, un sous-traitant, on regarde,
le coût apparaît parce qu'il y a un moment donné, il y a une facture ou une somme de factures à la fin de l'année, donc on voit ce que ça coûte. Et donc ça reste dans les habitudes. Et ça reste peut-être dans les habitudes, c'est peut-être quelque part un dernier blocage à faire. Ouais, un peu culturel, comme ça. Mais ce qui est clair, c'est que on a fait un choix, nous, c'est d'avoir un service client internalisé depuis le départ, et c'est un choix sur lequel on ne reviendra pas, parce que c'est vraiment un centre de profit, et je dirais quelle que soit la nature du profit, que ce soit du qualitatif ou du quantitatif, quoi. On veut avoir un contact direct avec nos souscripteurs. Voilà, pour être en mesure de prendre immédiatement, par le biais des retours qu'on va avoir des téléconseillers, une température sur une communication qu'on a pu faire, sur un événement extérieur, voilà, et ne pas voilà, avoir quelque part l'arbre de transmission le plus court possible. Il y a plein d'exemples de services de ce type qui sont externalisés. Et alors c'est vrai qu'ils n'ont pas gagné le service client de l'année, donc c'était pour ça. Il y en a qui l'ont gagné. Il y en a qui le gagnent avec des prestataires. Hein. Oui. Donc c'est possible. C'est possible, oui, tout à fait. À condition de s'organiser de manière adaptée, c'est ça que ça veut dire. Oui. Il y a perte de substance, on pourrait en reparler. Une autre question, vous êtes soumis comme tout le monde à l'évolution des technologies, le multicanal, vous êtes vous l'organe de relations clients à distance de votre structure. Les réseaux sociaux, le mobile, ça impacte comment votre activité? Alors, le premier outil qui a impacté notre activité, c'est le téléphone. Et ça date, on va dire, à partir de 2001, on avait fait le choix d'être tout de suite très bon sur le canal téléphone. Parce qu'on se rendait compte que c'est un canal qui montait en puissance, c'est facile, c'est vrai que la France Télécom avait un slogan simple comme un coup de fil, mais voilà. On voulait aussi permettre d'apporter une réponse à nos souscripteurs, et y compris en réalisant des opérations par téléphone. Voilà. Donc aujourd'hui, un souscripteur qui a un besoin d'épargne, il nous appelle par téléphone, on prend en compte son opération, on fait un certain nombre de vérifications, on la traite. Et quand il a raccroché, 4 minutes plus tard, il sait que son opération elle est passée, on est capable de lui dire que le mouvement financier, donc le chèque ou le virement, va lui être adressé, et on n'a plus rien à faire. Et en 4 minutes, il est satisfait. Donc le contact direct avec une interaction synchrone avec un être humain, c'est facteur de confiance. Oui. Alors comment vous faites sur des canaux Alors après, donc, ça c'est le premier, le premier outil qui nous a beaucoup impacté. On avait été aussi une des premières sociétés d'assurance vie à proposer la gestion des contrats à l'époque sur Minitel. Donc on veut faire des versements et faire des retraits. Donc on est passé à Internet, où on a effectivement un espace client qui permet là aussi aux souscripteurs qui le souhaitent de faire leur opération par Internet. Alors, je dirais qu'ils peuvent le souhaiter en règle générale pour deux raisons. Soit parce que ils ont un mode de vie un peu décalé et qui ne sont pas en phase avec nos horaires d'ouverture. Puis vous en avez d'autres qui sont très voilà, Internet, ils ont suffisamment d'autonomie par rapport au sujet, ou ils trouvent sur le site suffisamment d'aide et d'informations en ligne pour faire leurs opérations au sol, et auquel cas ils n'ont pas forcément besoin du... Alors ça, vous constatez que c'est dans certaines tranches de clients, ça monte en puissance? Ça monte en puissance. De quel pourcentage, vous diriez, de ce qui se traite sur Internet en self-care? Disons que là c'est un vaste communicant, c'est-à-dire qu'on avait auparavant une forte activité courrier, et cette activité courrier, progressivement, elle devient, c'est la répartition entre ce qui nous arrive par flux courrier et flux Internet qui bascule. Le flux courrier est en perte de vitesse parce que le flux Internet, il a franchi un certain nombre de contraintes. C'est-à-dire qu'on rentre à 23 h, on a envie de faire son opération, voilà. On veut le faire par courrier, il faut commencer à prendre sa plume, mettre ça dans une enveloppe. C'est pas tellement le téléphone qui a été... Non, le téléphone, globalement, les flux sont en croissance de 5-6% par an à peu près. Ouais. Mais c'est surtout voilà, le canal Internet qui prend des parts de marché, entre guillemets, au flux courrier. Et l'intérêt d'Internet, c'est vrai que le souscripteur est autonome, et derrière, on a une chaîne, un processus qui est automatisé.
D'accord. Voilà, C'est plus simple. Oui. c'est plus simple, c'est sécurisé, c'est très efficace. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un internaute qui fait une opération le soir chez lui, le lendemain matin, globalement, Il a la trace, c'est bon. voilà, 10 heures, elle est traitée. Alors le mobile. Alors le mobile, aujourd'hui, on n'a pas d'application iPhone. Je parlais du téléphone mobile. Mais le fait que les gens mobile, vous téléphonent depuis un smartphone. alors ça, moi je le rattache au téléphone, mais c'est un facteur effectivement de changement de comportement. Et c'est pour ça que... Est-ce qu'on doit être plus rapide quand les gens sont sur mobile? Est-ce qu'ils s'attendent à ce que ça dure moins longtemps? Je crois pas. Non. Je crois ce qu'ils attendent par contre, c'est que on leur réponde. Au premier coup. Ouais. Voilà, ouais. Parce que du coup ils le font, on le voit bien, ils vont le faire quand ils sont coincés dans un embouteillage, dans une salle d'attente, voilà, dans ces petits créneaux de temps qui hier étaient complètement perdus et qui deviennent aujourd'hui utilisés pour... Non, il faut que ça aille plus vite parce qu'ils peuvent être interrompus à tout moment. Il faut que ça aille plus vite parce qu'ils peuvent être interrompus, mais surtout, dans leur tête, ils ont prévu de le faire à ce moment-là. Parce que voilà, ils vont avoir 10 minutes d'attente et sur les 10 minutes, s'ils peuvent en occuper 5 à traiter ce... Donc ça accroît un peu la pression sur l'équipe de réponse. Ça maintient la pression sur le fait que voilà, l'efficacité téléphonique, elle doit être... Et la part des appels depuis mobile, ça a dû croître sensiblement. Oui, mais je vais vous dire, c'est pas forcément quelque chose que je mesure. Ouais. Et les réseaux sociaux, Facebook, Twitter? Alors on est complètement absent sur ces réseaux-là. Aujourd'hui, je suis pas sûr que nos souscripteurs nous attendent beaucoup sur ce réseau-là. Peut-être que ça viendra. Oui. On n'a pas poussé non plus à chercher, enfin en tout cas à y aller. Je ne crois pas qu'ils nous attendent sur ces réseaux-là par la nature du produit et voilà. Longue durée, enfin la loi de finances, il peut y avoir peut-être des diffusions d'informations Twitter. Peut-être sur de l'information très généraliste. Ou pointure, en disant la loi de finances vient de sortir, voilà, les clients qui vous suivent. On parle d'argent. Oui. On parle de sujets complexes. Je ne sais pas si Et personnel. est très très personnel, je dirais même intime. Moi, c'est un adjectif que j'utilise souvent. Je ne sais pas s'il y a forcément une appétence pour mettre sur cette espèce de place un peu semi-publique que sont les réseaux sociaux, ces sujets-là. Vous considérez que dans votre relation avec vos clients, il y a une notion d'affect? Est-ce que vous avez l'impression d'être une marque amicale? Ou est-ce que plutôt technique, aimable, accessible, mais pas forcément amicale? Est-ce que vous êtes l'ami de vos clients? Je crois pas. Je dirais pas que la marque est l'ami de nos clients. Je le verrais plutôt comme une marque de confiance une marque qui nous accompagne dans la durée. C'est-à-dire que... On n'est pas très loin de la définition de l'amitié, ça. Oui, quelqu'un qui accompagne dans la durée, en voilà. confiance. Sachant que à la rigueur, avec les sujets qu'on va pouvoir aborder, on pourrait rentrer dans la sphère effectivement un peu les gens parlent de leurs projets, de leurs difficultés financières, de leurs craintes aussi. Donc, voilà, de leur vie, parce que parfois vous avez des souscripteurs qui sont dans des situations un peu compliquées, voilà, avec des mariages, des divorces, des problématiques. Ils vous parlent de leurs choses intimes, dans la durée, la confiance. Je trouve que... Voilà. Mais là, on va être plutôt, on va rentrer dans cette dimension-là. On a une cellule, on a un service conseil patrimonial. Pour cette équipe-là, on va franchir peut-être une marche supplémentaire dans ce degré de proximité plus que d'intimité avec le client, parce que là, ce sont des clients qui ont des problématiques spécifiques de différentes natures, avec un patrimoine conséquent, donc des conséquences fiscales, financières importantes. Donc là, quelque part, s'ils veulent avoir la meilleure réponse à leurs besoins, ils sont obligés, entre guillemets, voilà, de fournir beaucoup plus d'informations, de s'ouvrir beaucoup plus. Alors, dans le domaine qui est celui du long terme, de la sécurisation, de l'accompagnement, comment est-ce que vous imaginez l'évolution de votre métier dans une conjoncture tendue,
avec une évolution sociétale, des comportements qui changent, des réseaux sociaux qui prennent énormément d'importance dans les facteurs de décision, l'aspect communautaire et non moins individuel. Est-ce que vous avez déjà commencé à esquisser votre métier de dans 5 ans ou de dans 10 ans? Alors, je crois que un des maîtres mots d'entreprise depuis le départ, c'est la transparence. Transparence dans la gestion financière, ça veut dire que tous les ans, on a des représentants de souscripteurs à qui on rend des comptes, c'est-à-dire qu'on explique voilà, ce qui s'est passé l'année dernière, comment on a géré les contrats, la gestion financière qu'on a mise en œuvre, et au-delà de ça, tout ce que l'on fait finalement pour améliorer le service et voilà, les produits à vocation des sociétaires. Donc cette notion de transparence, je crois je dirais que je suis heureux que cette démarche-là ait été engagée il y a plus de 30 ans parce qu'on bénéficie, je dirais, chaque année des résultats que ça produit. Et je pense que demain, ça sera encore plus fort. Ça serait une attente encore plus forte de la part des souscripteurs. De savoir, voilà, cette société-là, elle est gérée de telle façon, elle fait ça avec mon argent, je sais où je vais. Mais vous n'envisagez pas de rupture comme il peut y avoir dans certains métiers. On dit voilà, le numérique, il n'y aura plus de gens qui vont vendre des appareils photo, Amazon va capter le marché de l'électronique, il n'y aura plus de livres parce que les gens vont lire sur tablette, le voyage ça va s'acheter à distance sur Internet, les agences de voyage vont probablement... Est-ce qu'il y a des mutations majeures dans votre métier auxquelles vous vous attendez? Elles sont assez... Notre métier, c'est transporter l'épargne dans le temps. Donc cette épargne-là, il faut la placer. Donc je dirais que les mutations, je les vois moins côté souscripteur parce que un souscripteur qui naît aujourd'hui, enfin un enfant qui naît aujourd'hui qui sera souscripteur dans 25 ans, il aura toujours, à mon avis, besoin de mettre un peu d'argent de côté pour financer sa maison, sa retraite, ça sera sûrement encore bien plus fort qu'aujourd'hui, et ainsi de suite, ses projets, aider ses enfants quand il en aura, et ainsi de suite. Donc, sur la nature des besoins, je crois que globalement, les besoins, ils sont universels. Donc, sans doute qu'il y aura des ajustements. C'est peut-être que ce que l'on considère aujourd'hui comme un besoin fort dans l'esprit des épargnants, c'est-à-dire et une crainte, c'est la constitution de la retraite. Peut-être que dans 15 ans, ça n'aura plus le même poids parce que des réformes auraient été faites, ou au contraire, des réformes finalement n'auront pas été faites. Donc là où je vois plus d'impact, c'est sur cette dimension, voilà, gestion financière. On voit bien que l'économie, on a moins de visibilité, ça se mondialise, ça se mondialise, la visibilité elle est plus à court terme. Il y a des effets, des coups de barre très violents, c'est-à-dire qu'on va, en une année, on peut perdre 20%, la bourse peut baisser de 20%, remonter de 30%, voilà. Donc là-dessus, oui, je pense que sur le métier de la gestion financière, ça sera une difficulté, c'est comment dans une économie qui se mondialise, se court-termise, on continue à faire notre métier qui consiste à transporter l'épargne dans le temps en assurant à nos souscripteurs un taux de rendement suffisant pour couvrir l'inflation, leur donner du pouvoir d'achat. Donc là, oui, il y a sans doute, je ne sais pas si on peut parler d'une rupture, mais une grande vigilance, une grande acuité à avoir sur cette dimension-là. Et on a le sentiment d'une activité relativement cloisonnée. Vous appartenez à un grand groupe qui a d'autres activités assez nombreuses et variées. Est-ce que vous pensez que ça va tendre à se globaliser ou est-ce que vous poursuivrez en étant des spécialistes de ce métier? Est-ce que, comme dans beaucoup de métiers, il y aura une intégration des produits et leur donner des configurations différentes? Est-ce qu'on aura la banque d'un côté, l'assurance vie, l'assurance auto, ou est-ce qu'on aura d'autres concepts qui vont émerger avec une approche plus globale de l'individu et de l'ensemble de ses besoins? Alors on est rentré dans cette démarche-là au sein des groupes massifs, avec effectivement je dirais une approche sur trois angles. La dimension assurance, ce qu'on appelle IARD, donc l'auto, le risque, voilà. La dimension santé-prévoyance,
et la dimension finance-épargne. Donc là, avec une offre aujourd'hui qui a deux piliers, c'est l'épargne assurance vie avec Mutavie d'un côté et une offre bancaire. D'accord. Avec ce Crane Bank, qui a vocation effectivement à apporter une réponse sur la dimension, sous un nom entre guillemets mon argent, quoi. Moi je suis souscripteur, je viens pour parler de mon argent, j'ai ces deux piliers-là. Est-ce qu'on parle de la banque, donc avec des éléments de banque au quotidien, des comptes chèques, cartes, voilà, du placement plutôt liquide, ou est-ce qu'on est sur une démarche de placement peut-être plutôt à moyen terme, voire à long terme, et là avec une réponse assurante. Voilà. L'idée un beau métier, autrement dit, un métier sophistiqué et en pleine évolution néanmoins. Oui, avec, si vous voulez, un angle d'attaque qui consiste à dire, voilà, on offre aux conseillers, dans les points d'accueil, la possibilité de répondre à ces trois grandes familles de besoins d'assurance aux souscripteurs, sachant que derrière, le métier de la santé et prévoyance n'a rien à voir avec l'assurance IARD, c'est un environnement fiscal, juridique complètement différent, de la même façon que ça n'a rien à voir avec finance épargne. Donc l'idée c'est bien que qu'il y ait une coordination dans ces entités-là, mais que ce soit complètement transparent pour le souscripteur. Le souscripteur, quand il vient pour parler de ses besoins, de ses problèmes, il a une réponse globale qui lui est apportée. Après, derrière, chaque métier travaille pour apporter la réponse. Merci beaucoup de ces explications très claires et complètes. À très bientôt. Merci.